Alors, je vais essayer de vous faire une présentation, d'abord des acquis des transformations des villes européennes consolidées, et je m'expliquerai là-dessus, et progressivement, je vous amènerai à parler de cette nouvelle ville, la ville hors la ville territoire, qui n'a pas vraiment de nom, et c'est un vrai sujet, qui est en attente de projet et qui est la nouvelle ville européenne. Donc voilà, je vous présenterai ceci en deux parties, en faisant un parcours surtout concernant les villes européennes. La problématique des villes européennes est très particulière. Il est vrai que quand on voyage ailleurs dans le monde, on découvre les mêmes problématiques, mais nos méthodes sont très différentes. Et il est vrai qu'en Europe, il y a un investissement public dans l'urbanisme. Je rentre de New York où finalement l'urbanisme se fait par la règle et par l'incitation à agir auprès du privé pour que le privé prenne le relais des pouvoirs publics qui, eux, n'investissent pas sur la ville. Donc la problématique européenne est tout de même très particulière puisqu'on a ce privilège d'avoir encore la possibilité pour le public de donner aux collectivités les conditions d'exercice et les conditions d'aménagement de leur territoire. Donc je me centrerai clairement sur les villes européennes. Alors avant de montrer les images, je voulais vous dire que mon parcours à moi n'est pas un parcours de chercheur. C'est un parcours plutôt de quelqu'un qui vient du monde opérationnel, puisqu'à Marseille, j'étais en charge des projets urbains, ce qui est un très bon lieu pour apprendre à faire des projets et se rendre compte aussi de la difficulté du passage à l'acte, notamment quand il s'agit de Marseille. Ce parcours m'a amené à être très sensible au jeu des acteurs, à la manière dont les élus s'emparent de leur territoire, à l'intervention des professionnels et aussi au rapport avec les habitants, à leur capacité à rentrer en négociation avec nous sur les projets, à la manière de savoir les écouter et comprendre leur comportement. Ça ne veut pas dire qu'on le fait bien. En tout cas, mon approche n'est pas une approche de chercheur et je pense qu'il est important de le préciser au départ. Dans les exemples que je vais vous montrer, je prends surtout des exemples positifs, des exemples encourageants. Certes, il y aurait de quoi faire une présentation avec les catastrophes qui nous arrivent dans nos villes, mais il me paraît préférable d'être dans une attitude d'optimisme méthodologique qui consiste à partir au fond des expériences positives qui montrent des directions de travail en se disant que, parfois, si telle ville y est arrivée, les autres peuvent y arriver. Il est très important d'apprendre les uns des autres. Et donc, ce que je vous montrerai, ce seront surtout des villes qui ont pris leur avenir en main, qui ont affronté tous les défis auxquels elles sont confrontées. Ce sont des villes créatives, ce sont des villes gouvernement, je m'expliquerai là-dessus, et qui utilisent le projet urbain comme un levier pour se régénérer dans tous les sens du terme. Alors, une ville gouvernement, c'est quoi? C'est une ville qui n'attend pas l'État. C'est une ville qui pense que quel que soit l'État auquel elle appartient, elle est capable d'aller en première ligne, de prendre des décisions et de mettre en mouvement le territoire. Une attitude assez peu française, au fond, puisqu'on a tendance à attendre de l'État tout. Et il est vrai que les villes les plus intéressantes en Europe sont les villes qui ont des élus moteurs, qui ont eu le courage de passer à l'acte. C'est très dur de passer à l'acte. Je vous raconte juste une anecdote que j'ai vécue moi-même à Marseille, quand j'ai essayé de convaincre l'adjoint à l'urbanisme de transformer la porte d'Aix. Je lui faisais la démonstration qu'il allait gagner de l'argent, que ça allait être formidable, qu'il créait du terrain à bâtir. Et il m'a dit, est-ce que vous vous rendez compte que vous me demandez une décision qui va définir l'avenir de la ville pour des siècles à venir, qui va coûter beaucoup d'argent, qui va changer les habitudes, qui va m'entraîner dans un chantier très lourd que les habitants détestent. Donc, j'aimerais que vous compreniez à quel point c'est difficile. Ça m'a beaucoup marqué. Donc, il est vrai que pour passer à l'acte, il faut des élus qui aient le sens de l'engagement et qui prennent des paris. Donc, j'y reviendrai. Alors, le projet urbain, on vous l'a évoqué tout à l'heure, c'est quoi le projet urbain? Alors, le projet urbain, c'est très, très polysémique. On y met beaucoup de choses. On y a mis, dans les années 90, des projets dessinés par des grands architectes dans les centres de ville ou les immédiates périphéries de ville, des projets très bien dessinés, magnifiques, où on allait amener de la centralité, des bureaux, des lieux de loisirs dans les cœurs de ville. Donc ça a beaucoup été ça. Et puis, on a aussi appelé projet urbain
des projets de transformation des quartiers difficiles. Ça continue à s'appeler comme ça d'ailleurs. Moi, je n'y mets pas tout à fait la même chose. Ce que j'y mets, c'est une stratégie urbaine. Alors, une stratégie, ça n'est pas seulement une opération d'urbanisme, c'est une vision au sens américain du terme, au fond, au sens anglo-saxon, vision. Que sera ma ville, au fond, dans les décennies à venir? Qu'est-ce qu'elle sera physiquement et qu'est-ce qu'elle sera au niveau économique? Qu'est-ce qu'elle sera dans le vivre ensemble? Donc c'est une vision qui se projette, au fond, sur le socio-économique, mais dont la mise en forme de l'espace donc joue un rôle tout à fait déterminant. Et les opérations qui font partie de cette vision d'ensemble sont des projets urbains aussi. Et je mettrai un majuscule à la vision et puis une minuscule aux opérations. Et toute opération n'est pas un projet urbain. Vous pouvez aussi avoir des très jolis nouveaux quartiers qui naissent, mais que je ne qualifierai pas de projet urbain parce que, à mon sens, le projet urbain établit du lien entre les espaces, du lien entre les fonctions, du lien entre les hommes. Et vous pouvez avoir des quartiers tout à fait remarquables qui sont fermés, qui sont ce qu'on appelle en anglais les gated communities, les quartiers fermés, qui sont réservés à quelques-uns et qui ne sont certainement pas des opérations de projet urbain. Un projet urbain crée du lien, et j'essaierai de le montrer tout à l'heure au travers des images. Le projet urbain, ça a été aussi, et c'est, une manière pour les villes d'être en compétition les unes avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, les villes, Paris est en compétition avec les autres capitales européennes, voire mondiales. Et ça peut expliquer aussi, et ça explique cette consultation du Grand Paris, qui visait à mieux resituer Paris dans cette compétition internationale. Puisque certes, si la ville est belle à Paris, la banlieue est terrifiante. Et je reprends le terme utilisé par Winnie Maas, l'équipe hollandaise, qui parlait de la mochness. La mochness, c'est un terme qui a très très bien marché auprès des équipes et qui a été utilisé par tout le monde. Donc la mochness de l'Île-de-France la rend répulsive pour les entreprises. Et donc c'était la grande raison, au fond, de cette consultation. Et ces projets urbains menés par des villes dynamiques, comme Nantes, comme Lyon, visent à établir ces villes comme des villes désirables, des villes où il fait bon vivre, des villes qui attirent des entreprises. Et attirer des entreprises, c'est avoir une chance de garder les enfants dans cette ville. La ville de Gênes, par exemple, qui s'est engagée dans un projet urbain extrêmement ambitieux, était une ville-monde dans le temps, une ville qui a perdu beaucoup de population ces dernières décennies, a perdu 200 000 habitants. Et le projet urbain visait principalement à redynamiser l'économie de la ville pour que les jeunes Génois puissent rester travailler dans cette ville. Donc je pense que c'est très important de faire le lien entre l'engagement des élus dans un projet urbain et une vision socio-économique. Je ne connais pas dans le monde de projet urbain mis en œuvre pour d'autres raisons que celle-ci, pour d'autres raisons que la volonté de dynamiser économiquement un territoire. Et c'est très exigeant, ça exige un engagement fort, de longue durée des pouvoirs publics. Donc cette vision du projet urbain ne se fait pas facilement. C'est-à-dire elle se heurte aux habitudes, elle se heurte à l'urbanisme de secteur, elle se heurte aux logiques sectorielles. Alors je vais essayer d'expliquer en 2 mots ce que c'est qu'une logique sectorielle. Voilà, un ingénieur dessinera une route pour faire rouler les voitures. Alors que la route crée du paysage, elle incite finalement à la réalisation d'urbanisation, elle a de nombreuses raisons d'exister. Quand elle est dessinée seulement pour accueillir les voitures, ce qui est le cas généralement, elle a des effets induits qui n'ont pas été anticipés et qui peuvent être extraordinairement contraires à toute approche justement de projet urbain. Donc un projet urbain amène à croiser des logiques sectorielles, à faire en sorte que des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, travaillent ensemble. Et si vous souhaitez dans le débat qu'on passe un peu de temps sur le Grand Paris et sur la difficulté à le mettre en œuvre, les logiques sectorielles sont fortement hostiles à toute approche du projet urbain. Donc le projet urbain, vous avez bien compris, s'oppose au laisser-faire. Ça n'est pas la ville, quand elle se fait toute seule, elle produit ce que nous voyons dans nos banlieues. Donc il y a nécessité non pas de s'opposer
aux logiques des acteurs qui fabriquent la ville, mais d'essayer de rentrer en connivence pour fabriquer du lien et pour tenter de se donner une ambition d'une autre nature. Donc vous voyez bien que ça n'est pas facile, qu'on n'a pas énormément de réussite, et le projet urbain se voit opposer la peur du changement, qui est tout à fait commune finalement à la plupart des habitants, qui ont horreur des chantiers, qui ont horreur du changement. Il y a beaucoup d'obstacles à lever, il y a des pouvoirs émiettés. En France, nous avons 36 000 communes, c'est très complexe, c'est un problème de gouvernance tout à fait énorme, des problèmes financiers. Donc la réussite d'un projet urbain est une alchimie qui est exigeante et rarement réussie, et donc il est très très important de comprendre à quelles conditions on peut y parvenir. Donc je vais tenter de vous montrer quelques exemples encourageants. Alors la première chose, c'est étrangement la vertu des catastrophes. Les villes les plus dynamiques en matière de projets urbains sont des villes qui ont subi des catastrophes. Alors ça peut paraître tout à fait étrange, mais souvent, il faut être tombé de très bas, avoir eu une crise économique majeure, avoir un bombardement. C'est le cas de Manchester ici, qui a reçu une bombe de l'IRA à la fin du siècle dernier, et pour pouvoir se relever. Et je dirais que c'est assez comparable au fond à ce qui arrive aux individus. Quand vous avez une très très grosse crise, c'est souvent un levier pour vous reconstruire. On parle de résilience et on peut parler de ville résiliente. Donc ici, la ville de Manchester a eu au fond cette crise grave avec la bombe qui a démoli une partie du centre, et ça a généré une énergie fantastique pour recomposer le centre de la ville, et d'un autre côté, ça a offert du foncier libéré, ce qui en cœur de ville est une chose absolument inespérée. Donc la ville a déplacé des bâtiments médiévaux qui s'étaient trouvés au milieu de rien pour les recomposer dans un nouvel urbanisme avec beaucoup d'espaces de loisirs, de bureaux, de commerces, de logements, des espaces publics tout à fait intéressants dessinés par une américaine, Martha Schwartz, qui dessine des espaces pour l'usage. Donc vous êtes plein sud avec des jeux de niveau, donc c'est un lieu de séjour. Et cette ville a eu un nouvel élan grâce au fond à sa volonté d'effacer très très vite les stigmates du bombardement. Alors Bilbao est sans doute l'exemple le plus connu en la matière. C'était une ville très très riche au début du siècle dernier, dont Hemingway disait qu'elle était très laide. C'était un jugement très dur parce que c'est une ville très belle, c'est une ville qui est dans une vallée fluviale avec un centre historique magnifique, mais c'était une ville industrielle noire avec des containers au milieu de la ville. Et il disait qu'elle était très laide et qu'elle n'avait pas besoin d'être belle parce qu'elle était riche. Et en fait, à la fin vers les années 70, crise extrêmement grave au niveau économique, et la ville se met à ce moment-là à imaginer un projet urbain très ambitieux qui l'amènerait à changer d'économie, c'est-à-dire à passer complètement d'une économie industrielle à une économie de la connaissance et à une économie du monde des affaires et de la culture. Et Paris très osé, et la population était extrêmement hostile à cette orientation. La population demandait au fond des aides financières pour conserver les emplois industriels. À ce moment-là, la ville avait déjà engagé un projet urbain très très ambitieux de reconquête de la rivière, de fabrication de nouveaux quartiers, etc. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Et arrive, disons, l'idée d'accueillir le musée Guggenheim, la fondation Guggenheim, à Bilbao. La fondation Guggenheim ne voulait pas aller du tout à Bilbao. Elle voulait aller dans une ville d'art comme Venise. Mais Bilbao lui a fait des conditions tout à fait intéressantes. Et donc, elle a fait ce pari de venir dans un lieu qui était un lieu de containers. Et on voit progressivement donc s'installer la nouvelle opération. Et il faut savoir que le musée a coûté 150 millions d'euros au pouvoir public tous réunis, c'est-à-dire la ville, l'État basque, la province, l'État national. Et le retour d'investissement s'est fait en quelques années, parce que ça a été un levier de transformation considérable. Donc il a fallu, et ce pari a été le pari du ministre de l'économie de l'État basque. Donc c'était même pas le pari d'un homme de culture. Donc aujourd'hui on sait que ce type d'investissement peut
transformer l'image d'une ville. Mais si on se situe dans les années 85, c'est un niveau d'anticipation considérable, un pari énorme, pari réussi. Mais il y a une autre raison de faire un projet urbain, donc j'ai parlé de la catastrophe, c'est la volonté de changer d'échelle. Dans les deux cas, en fait, la dimension économique, économico-sociale est très présente. Donc voilà Nantes. Nantes est une ville qui se portait relativement bien, pas de gros problèmes économiques, mais une ville en dehors de tous les flux dynamiques, de tous les flux économiques, l'ouest de la France. Et si vous observez bien, vous verrez que la plupart des villes de l'ouest français sont des villes extrêmement ambitieuses en matière de projets urbains et très très actives, parce qu'elles sont clairement en dehors des circuits économiques, donc elles ne peuvent exister que par une attractivité considérable, et leur engagement dans le projet urbain est absolument patent, parce que je vous montre Nantes, mais je pourrais montrer Rennes de la même manière, qui est tout à fait aussi dynamique, sinon plus. Donc voilà la ville de Nantes qui refait ses espaces publics centraux avec Bruno Fortier, qui est à la fois historien, architecte, grand prix d'urbanisme, qui a une écriture urbaine extraordinairement élégante, et cette transformation est très liée à l'arrivée du tramway. Donc dans un deuxième temps, Nantes s'engage dans un projet extrêmement ambitieux pour étendre son centre. Le centre est là, sur l'île de Nantes. L'île de Nantes est un ancien amalgame, en fait, de nombreuses îles réunies, avec ici les chantiers navals, un faubourg, et puis une urbanisation contemporaine. Et tout cet espace doit devenir le centre de la nouvelle agglomération. Projet confié à Alexandre Chemetov, qui est également grand prix d'urbanisme. Alexandre Chemetov développe ici une culture de la reconversion. Il invente d'autres manières de faire l'urbanisme en considérant que l'existant a de la valeur. Et voilà comment il pousse, par exemple, à conserver les anciennes structures industrielles sans savoir quel est le programme qui va s'installer. Donc il invente autre chose aussi. Il invente le fait que le projet passe avant le programme. Le projet suggère le programme. On ne sait pas a priori ce qui va venir, mais on crée un lieu tellement attractif que un certain nombre d'intervenants vont y adhérer et s'installer, et en particulier voilà la création de l'éléphant articulé qui s'est construit ici et qui est l'élément attractif de ces grandes halles. Mais je ne vous expliquerai pas comment tout se réalise sur l'île de Nantes, mais il y a un travail de reconversion très dynamique qui a permis d'accueillir des nouveaux logements, des nouvelles activités ludiques, et puis tout ceci accompagné par un travail d'art contemporain, ici les arceaux de Buren, qui ont pris place sur le hangar à bananes. Donc on voit cette mise en marche d'un territoire qui se transforme, s'embellit, crée des lieux finalement qui deviennent populaires à l'échelle européenne. Cet éléphant-là se promenait à Anvers l'été dernier avec l'image de Nantes. Et la visibilité du travail d'art contemporain fait aussi de Nantes aujourd'hui un lieu focal très regardé au niveau européen. Alors mon deuxième point sur le projet urbain, je dirais des villes consolidées. Excusez-moi, j'ai oublié de définir ce que c'était qu'une ville consolidée. Le terme consolidé est un terme italien. Nous, on dirait plutôt ville constituée. La ville consolidée des Italiens, ce n'est pas la ville historique. C'est une ville qui est, on va dire, dessinée autour d'espaces publics où le plein domine sur le vide. On n'est pas en banlieue. Mais ça peut être le XXe siècle. C'est la ville consolidée. Et après, je parlerai de la ville justement en cours de consolidation, comme l'appellent les Italiens de manière très optimiste, parce qu'ils espèrent qu'elle sera un jour consolidée, la banlieue, la ville banlieue. Donc le deuxième point est très important, c'est que c'est ce pari que la revitalisation urbaine et culturelle va être le levier de la régénération économique et sociale. Et j'utilise le terme anglais parce que souvent les Britanniques ont la capacité à dire la même chose en peu de mots. Good design leads to good economy. Et c'est le leitmotiv des villes britanniques aujourd'hui. Et donc j'illustre ce sujet par Birmingham. Birmingham est sans doute la ville la plus laide d'Europe occidentale.
était la ville la plus laide d'Europe occidentale, la deuxième ville de Grande-Bretagne, 1 million d'habitants, une ville qui a subi à la fois les dommages de guerre, qui ont démoli presque tout le patrimoine historique, d'une part, d'autre part, les ingénieurs qui, appliquant les doctrines du mouvement moderne, ont réalisé dans les années 60 un périphérique de 400 mètres de diamètre. C'est-à-dire que le centre lui-même est coupé par un périphérique. Et cette ville ne savait plus utiliser les feux de circulation. Il n'y avait pas de feux de circulation. Donc les gens passaient par des souterrains. C'était un cauchemar éveillé. Et ce qui a été construit notamment, il y a des gares épouvantables, lourdes, construites avec cette écriture des grands ensembles que peu de gens aiment. Donc voilà, c'était une ville qui est un peu la risée de la Grande-Bretagne. Et si vous lisez David Lodge, ce que je vous recommande fortement parce que c'est extrêmement divertissant, il parle de Ramage. Ramage, qui est une ville épouvantable, très laide, Ramage et Birmingham. Donc Birmingham, c'est très intéressant comme situation, une ville aussi laide qui se retrouve, la ville de l'automobile, avec une crise extrêmement grave dans les années 80. Donc elle procède comment? Elle procède en allant voir les villes américaines. La proximité entre les États-Unis et la Grande-Bretagne est grande. Et donc ils vont voir Baltimore. Baltimore est une ville qui est peut-être l'ancêtre du projet urbain. C'est elle qui a inventé le projet urbain. C'est une ville avec un port en difficulté qui s'est entièrement reconverti, embelli. Et donc, ils ont été voir Baltimore. Ils ont dit, si Baltimore y arrive, nous aussi. Alors, ils ont organisé des grands débats avec des intellectuels, avec aussi des économistes, pour savoir qu'est-ce que Birmingham pouvait devenir. Donc, la conclusion était que d'abord, Birmingham devait s'embellir, densifier son centre, éliminer son périphérique, mais surtout devenir une ville de tourisme d'affaires. Alors, cette ville a su créer des centres commerciaux formidables, des centres commerciaux en ville. Alors nous les faisons en ville, les Britanniques les font en ville. Et c'est un levier formidable pour réparer des urbanisations qui ont été mises en grosse difficulté. Et vous avez aussi la capacité des Britanniques à marier l'ancien et le nouveau. Donc là, on a une église conservée qui se retrouve au cœur du parcours principal du centre commercial, et aussi donc, des événements architecturaux majeurs. Ça, c'est un bâtiment, c'est un commerce, c'est Selfridges, et réalisé par des grands architectes britanniques qui s'appellent Future Systems. Et donc, on voit aussi la création de nouveaux quartiers faits en partenariat avec le privé, largement en partenariat avec le privé. Et Birmingham renoue avec sa culture, elle remet ses canaux en évidence, et elle fabrique des quartiers autour de ça, des quartiers avec des objets qui sont très jolis, comme ce café. Et je vais expliquer quelque chose à ce propos-là. Donc l'ensemble de ces réalisations sont faites en partenariat avec le privé, avec un projet urbain porté par la ville. Et l'aménageur, par exemple, qui a fait cette opération, Brindley Place, décide que ce qui est important pour la qualité du quartier, c'est la qualité des commerces. Alors c'est une approche qu'on n'a pas du tout en France, ça. Mais pas du tout. Donc l'idée ici, c'est d'éviter ce que les Britanniques détestent, c'est les barres de boue. Les jeunes qui sont en haut doivent connaître très bien. Donc les barres de boue, les Britanniques vont dans des bars, ils restent debout. Et en général, il peut faire 0 degré, ils viennent en t-shirt parce qu'il n'y a pas d'endroit pour accrocher son manteau. Et puis ils boivent suffisamment de bière pour pouvoir tenir. Et donc l'idée ici, c'était surtout de ne pas faire de bar debout, mais de faire des commerces de qualité. Et l'aménageur a fait accepter à ces bureaux et à ces logements de payer plus cher pour permettre d'attribuer des commerces. Et par exemple, ça c'est un café dessiné par un artiste, à des restaurants de bon niveau, à des bons commerces, qui peuvent payer moins cher que les fast-food. Ce que personnellement, je ne savais pas du tout, à la fois en matière de location et en matière de pas de porte. Et l'idée était que si les commerces sont de qualité, c'est l'ensemble du quartier qui s'en ressent. Donc vous voyez, vous avez une approche sur l'image du quartier qui est assez rare en France, et c'est le fait, là, d'aménageurs privés qui ont une vision qualitative qui porte l'image de leur opération.
Mais il faut dire aussi que les Britanniques ont énormément souffert avant nous de la réduction des subsides des collectivités locales sous la période Thatcher et ont inventé depuis très 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 longtemps le partenariat public-privé et un urbanisme de contrat entre la ville et le privé. Et donc on a maintenant affaire à des aménageurs qui sont des stratèges. Ils ne sont pas tous comme ça. Et cet exemple nous a paru particulièrement intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie de Birmingham est largement régénérée, qu'elle a pu créer à la fois des choses payées par le public, qui sont notamment une salle de musique magnifique, des lieux de loisirs, mais aussi des nouveaux quartiers, des commerces attractifs. Et ce pari de devenir une ville de tourisme d'affaires a très très bien fonctionné. Alors, troisième leçon, vous savez, quand on dessinait les villes historiques, elles n'étaient pas dessinées, les villes historiques, mais je pense qu'il y a des historiens qui vont le raconter beaucoup mieux que moi. Les villes historiques se sont fabriquées sur des conventions, sur des habitudes, sur des matériaux locaux, sur le rapport au climat. Et donc ce qu'on aime énormément dans le patrimoine, dans les villes patrimoniales, c'est un jeu entre l'unité et la diversité, chose que nous ne savons plus faire du tout aujourd'hui. Et les conventions ont continué à exister d'une certaine manière avec le mouvement moderne. Il y avait une pensée dominante sur la manière dont on faisait la ville. Puis aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'il y a, pour finalement les villes, la possibilité de faire à peu près ce qu'elles veulent. Également en matière d'architecture, vous pouvez construire à peu près ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qui fait l'identité de nos nouveaux projets ? Eh bien, je pense que Michel Courajou vous en parlera beaucoup mieux que moi. C'est la géographie. La géographie est réellement ce qui fonde notre sentiment d'appartenance à un territoire. Et donc, je vais tenter de le démontrer rapidement. Et pour accompagner cette proposition, je dirais aussi que le projet urbain prenant beaucoup de temps de réalisation, en France, c'est à peu près 30 ans, en France et ailleurs en Europe. En Chine, c'est 3-4 ans. C'est très, très différent. Donc, comme nous menons des projets sur une très longue durée, il est très important que ces projets soient fondés sur une idée très simple, un énoncé très simple, qui permette de tenir dans la durée. Et cet énoncé est en général en appui sur une géographie, sur notre capacité à lire un territoire. Alors, je montre Bilbao parce que Bilbao, c'est assez saisissant. Vous voyez, vous êtes dans une vallée fluviale. Et cette géographie est d'une simplicité biblique. Donc de part et d'autre de la vallée fluviale, vous avez donc les collines qui apparaissent et qui sont vertes et qu'on ne plante pas, qu'on ne construit pas surtout. Donc ce paysage de vallée fluviale bordé de collines vertes fait l'identité de Bilbao. Et le projet, de fait, alors j'ai mis une image de Kandinsky parce qu'il fonctionne en point, ligne, surface le long de la ria, de la rivière Nervion, donc avec des points qui sont des opportunités de construire, des continuités avec le fleuve et les transports, et des surfaces qui sont les nouveaux projets. Donc j'illustre les points singuliers, qui sont par exemple le Guggenheim, les nouveaux quartiers, les chemins de fer, les gares, qui sont les liens. Et donc les points, cette ville a su aussi se doter, au-delà du Guggenheim, d'un aéroport extraordinaire réalisé par Calatrava, Santiago Calatrava, qui est un architecte valenciennois de niveau international, qui dessine des bâtiments qui ressemblent à des animaux. Donc ici, c'est un aigle. Et puis, vous avez aussi des jeunes architectes qui font des choses très belles, des stades. Donc, on a des points singuliers. On a des lignes, donc l'aménagement des quais. Vous voyez, l'œuvre d'art est très souvent présente dans cette ville. Ici, c'est poésie. Et donc, vous avez des gares fantastiques, des quais, les transports, le tramway, le métro et les surfaces qui sont les nouveaux projets qui se réalisent. Un projet français qui est bien en appui sur la géographie avec un énoncé très simple, c'est l'extension de l'axe historique parisien. Donc vous avez le Louvre, la Concorde, l'Étoile, la Défense. L'extension se fait par un projet de terrasse. Des terrasses qui descendent, qui remontent un peu, puis qui redescendent, et qui articulent le territoire. Et ce projet, aujourd'hui, j'aurais pu prendre une photo actuelle parce que les 4 premières terrasses sont faites, vous pouvez aller les voir. Il a une sorte d'évidence géographique très grande, et cette simplicité du projet permet, sans doute, assure
sa réalisation dans la durée. Quatrième sujet, comment est-ce qu'on fait partir un projet? Parce que pour moi qui ai travaillé à Marseille, j'ai dessiné beaucoup de projets qui ont été approuvés par les collectivités et puis qui ne se sont pas réalisés. Parce qu'à un moment donné, il faut un levier qui fait partir le projet, un déclencheur. Alors là, je montre le Grand Stade. Le Grand Stade a joué un rôle considérable dans la mise en œuvre du projet de la plaine Saint-Denis, qui est au fond l'ancêtre peut-être du Grand Paris d'une certaine manière. Parce que la plaine Saint-Denis a été un projet fondamental pour montrer comment on pouvait passer le périphérique, couvrir l'autoroute, réconcilier ce territoire et le considérer comme un territoire de qualité, un territoire de projet. Donc ici, plusieurs concepteurs se sont mis ensemble, dont Michel Courajou, que vous allez écouter bientôt. Il vous montrera sûrement beaucoup mieux que moi ce projet, puisque c'est lui en plus qui a réalisé ce magnifique jardin, Wilson, Yves Lion, Pierre Riboulet, regretté très 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 grand architecte et très très grand écrivain aussi, on peut dire, et Philippe Robert. Donc 4 architectes. Alors vous voyez les simulations, l'autoroute, la couverture de l'autoroute, la réalisation. Et comment ça a été possible? Ça a été possible à cause du Grand Stade. Parce que quand l'État a proposé à Patrick Brauzek, maire de Saint-Denis à l'époque, de mettre le Grand Stade ici, il a dit « Très bien, mais j'y pose quelques conditions. Mes conditions sont que vous m'ameniez le RER et que vous couvriez l'autoroute. » Conditions remplies aujourd'hui. Donc vous voyez, il a fallu, sans ce déclencheur, ça aurait été extrêmement difficile. On y serait peut-être arrivé, mais avec beaucoup, beaucoup plus de temps. À Gênes, dont je vous ai déjà parlé, ville en très très grosse difficulté financière aussi, avec un port très dynamique, mais un port finalement qui coupe complètement la ville de la mer, et une autoroute qui est en bord de mer, bord de ville. Alors, la ville, là, a été je trouve, d'un pragmatisme formidable. Ça, c'est aussi très important de mettre l'accent là-dessus. On pourrait, comme dans d'autres domaines, dire il faut que tout soit réuni pour agir. Or, malheureusement, jamais toutes les conditions ne sont réunies pour agir. Gênes, par exemple, on a souvent dit aux Génois il faut démolir cette autoroute, faute de quoi vous ne pouvez rien faire. Mais démolir cette autoroute, il faut sans doute le faire, mais en tout cas, la ville n'en a pas les moyens. Elle a même du mal à payer ses transports en commun, donc elle ne peut pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle ne peut pas non plus faire des vrais waterfronts, elle ne peut pas libérer l'activité portuaire, qui ne peut pas se développer ni à l'est ni à l'ouest. D'ailleurs, le port va s'étendre en profondeur. Mais elle pouvait libérer le vieux port. Alors, une chance extraordinaire de Gênes, Renzo Piano, un des plus grands architectes du monde, est génois, et décide de consacrer du temps à sa ville et propose de travailler sur ce territoire. Alors, Gênes invente les grands événements comme le Vier. Elle n'est pas la première, hein, c'est quand même Barcelone qui a su utiliser les Jeux Olympiques pour transformer la ville. Mais Gênes s'est inventé un grand événement, 500e anniversaire de la naissance de Christophe Colomb, 92, et donc obtient de l'argent de l'État, et grâce à ça, fait la reconquête de son vieux port, que vous voyez là, entièrement aménagé par Renzo Piano, avec un aquarium qui amène 1 million de visiteurs par an. Ici, une salle de bal qui a en même temps une patinoire en hiver. Donc, nouvelle phase. Après, Gênes devient capitale de la culture en 2004 et s'invente un projet qui est une sorte de centre commercial accueil des croisières et également salle de spectacle. Donc, un mélange en fait d'activités dans cette future phase qui est à l'œuvre, et profite aussi de 2004 pour refaire son centre, régénérer une architecture magnifique. Donc, on voit comment le levier là a été les grands événements. Même processus pour Liverpool, capitale de la culture en 2008, Liverpool, ville la plus pauvre de Grande-Bretagne.
la plus pauvre de Grande-Bretagne, grosse difficulté, et elle utilise aussi donc cette opportunité de capitale de la culture pour fabriquer des nouveaux musées. Vous voyez, c'est des œuvres d'art très étranges. Vous avez une partie du bâtiment qui tourne. C'est très très beau. Et donc cette ville sait aussi fabriquer un centre commercial qui a réparé les dégâts de la ville, que je montrerai peut-être tout à l'heure, sur 40 hectares avec le privé. Et cette visibilité de la ville au moment de cet événement capital de la culture permet de réunir au fond les énergies. Et ce que disent ces villes et qui font des événements, c'est que plus que le financement, ce qui est important, c'est la date, avoir une date limite. Je ne sais pas s'il y a des jeunes architectes dans la salle, ou des architectes tout court. On connaît bien le processus de la charrette. Il y a un rendu. Il y a un rendu qui doit se faire. Bon, alors on ne dort pas et on travaille jusqu'à sortir le projet au moment où il faut le sortir. Donc la date, le millénium pour Rome, par exemple, 2000, ça a été la même chose. Ça a été un levier formidable. Il y a une date de rendu. Donc ça, c'est un levier formidable pour agir. Alors à Saint-Nazaire, qu'est-ce qui a été levier? Étrangement, l'art contemporain. Cette ville qui est le port de Nantes, une ville, alors elle aussi qui a beaucoup, beaucoup souffert, une ville démolie par la guerre, où les Allemands avaient construit cette base sous-marine, terrible, couper la ville de la mer, donc a enclenché tout un processus d'aménagement que je ne raconterai pas, et dans une nouvelle phase, met son port en lumière et la base sous-marine avec un artiste de génie qui est Yann Kersalé, qui est un véritable artiste de la lumière. Et ce processus est tout à fait étrange, parce qu'en fait, c'était dans les années 90. Yann Kersalé a été appelé pour faire une fête, pour faire un événement à Saint-Nazaire. Et c'est un marin. Alors, il voit ce site qui le fascine, et il dit, moi je propose de le mettre en lumière de façon pérenne, et en plus de sécuriser le port, par la même occasion, en distinguant les bâbords, tribords. Enfin, moi je suis totalement incompétente. Il faudrait inviter Yann Kersalé qui vous racontera ça. Alors, ça coûtait à l'époque très cher. C'était 1,5 million d'euros, ce qui, pour Saint-Nazaire, était une fortune, surtout pour mettre en lumière une base sous-marine qui était considérée comme une décharge. Mais un maire très engagé, très, très courageux, amoureux d'art contemporain, Joël Batteux, prend la décision de le faire. Alors, vous avez des effets absolument magiques. J'ai été visiter, c'était incroyable. Et cette transformation a été un levier d'image incroyable. C'est-à-dire que les Nazériens ont invité des amis à venir voir. Tout le monde a été voir ça. Et ces derniers temps, ça a été refait parce que ce type d'installation doit être refait. Alors, ceci a enclenché tout un processus de projet urbain. Au départ, on devait démolir cette base et finalement, la ville a décidé de la conserver avec un projet de Manuel de Sola Morales, avec une passerelle qui monte, et ici c'est devenu un jardin, avec une réalisation de place, enfin un projet continu, mais le déclencheur a été l'art contemporain. Alors c'est important de passer 2 secondes là-dessus parce que, en général, quand vous proposez ce type d'action, on vous dit c'est cher. Ok, c'est cher. Mais est-ce que c'est, je reprends un terme de Ségolène Royal, dépense active ou dépense passive? Est-ce que c'est une dépense active? En l'occurrence, ça a été une dépense active, puisque cette dépense a permis de changer l'image de Saint-Nazaire. Et ça, c'est énorme, parce que très souvent, vous changez la réalité d'une ville et vous ne changez pas son image. Le changement d'image obtenu par Bilbao, par exemple, ou par Saint-Nazaire, n'a pas de prix. C'est quelque chose de... Par exemple, aujourd'hui, Vaux-en-Velin a fait une transformation physique considérable, mais l'image reste celle d'une banlieue, alors que la réalité ne l'est plus. Donc le changement d'image est une chose d'un bénéfice incalculable, et de plus, cette action d'art contemporain a permis la mise en œuvre du projet urbain. Donc, dépense active. Alors ici, nous sommes en Allemagne, et sujet sur lequel je reviendrai, territoire de la Ruhr, territoire, alors nous sommes vraiment dans la ville catastrophe, la ville en perte économique grave, tant au plan des pertes économiques, au plan d'abord des charbonnages qui ferment, et les aciéries qui gagnent en productivité, donc chômage catastrophique. Plus territoire considéré le plus laid d'Allemagne, très très pollué par ailleurs. Donc ici, l'Allemagne utilise un levier sur lequel je reviendrai, les IBA,
exposition internationale d'architecture, qui permettent de mettre en place une maîtrise d'ouvrage et un projet. Et c'est des équipes missionnées sur 10 ans. Donc leur projet, c'est complètement appuyé sur l'écologie, donc régénérer le fleuve, l'Emcher, et puis régénérer les territoires, disons, pollués, fabriquer du parc, mais aussi reconvertir les usines que vous voyez là, qui sont devenus des parcs ou des lieux d'accueil de musées et autres. L'art contemporain a été un levier absolument extraordinaire. Et vous savez que Essen est capitale de la culture cette année. Donc ce qui est un parcours inimaginable pour ce territoire. Donc vous voyez la réutilisation d'usines magnifiques dessinées par des élèves du Bauhaus, mises en lumière, et un gazoduc devenu une grande salle de spectacle. Alors, ce qui s'est passé sur ce territoire, c'est déjà le nommer, c'est une chose très importante. Hein. Nommer un territoire, c'est le faire exister comme une entité. Et au niveau de l'art contemporain, vous voyez, ces éléments-là sont des terrils qui ont été tous surplombés par des œuvres d'art. Donc on a fabriqué une monumentalité à l'échelle territoriale de 70 km de long. Donc une identité. Et l'art a été un levier formidable. Donc on voit ces terrils, mes photos sont très mauvaises. Alors, point 5, je vais essayer d'aller plus vite parce que sinon on n'aura pas le temps de parler de la ville périphérique. Donc les effets de l'architecture. On parle beaucoup, on est dans une époque où l'architecture iconique a une place énorme, qu'elle peut-être au fond depuis les grands projets de François Mitterrand, mais beaucoup ces derniers temps avec des architectes très vedettarisés, les mêmes, appelés dans le monde entier, qui fabriquent des objets exceptionnels comme le Guggenheim, donc ici le futur musée de sciences de Lyon-Confluence. Donc ce sont les mêmes architectes qui sont appelés un petit peu partout pour faire des objets extraordinaires, iconiques. Et effectivement, cette architecture sert de marketing urbain. Je vous montre ici un livre que j'ai fait, mais qui est épuisé, donc ça ne sert à rien que je fasse la pub, puisque je ne l'ai plus. Mais cette idée de la culture comme projet de ville, symbolisée par l'architecture, a joué réellement un rôle de marketing urbain. À un moment donné, l'image du Guggenheim et l'image de Bilbao a été l'image que l'Espagne utilisait dans les prospectus pour se vendre dans le monde. C'est surréaliste, c'est-à-dire que Bilbao, ville laide, ville industrielle, que personne ne l'allait voir, devient le symbole du tourisme en Espagne. Et en plus, Bilbao se met à exister dans la carte du monde. Quand vous allez dans un Guggenheim, vous avez Bilbao. Les gens disent, où c'est en Espagne, etc. Donc, et puis, le maire de Bilbao me disait, chaque fois qu'il y a un article dans un journal, pour moi, c'est du marketing, infiniment plus efficace que celui que je pourrais faire moi. Alors, sachant ceci, le gros problème, c'est que cette recette est copiée, mais elle ne marche pas à tous les coups. Hein. Alors on fait appel au même architecte, Franck Gehry. Donc ça ne marche pas à tous les coups. Ce qui a marché ici ne peut ne pas marcher ailleurs, parce qu'ici on était ancré réellement dans un projet urbain. C'est ce que je dis là. L'architecture iconique peut masquer le projet urbain. Elle ne se suffit pas à elle seule. À Bilbao, on est ancré dans toute une histoire, dans toute une vision du devenir du territoire. Et le Guggenheim est arrivé dans une histoire. Il n'est pas tout seul. Mais quand on parle aussi de cette architecture iconique, magnifier le patrimoine industriel est une chose récente et qui joue pratiquement comme l'architecture iconique. En particulier ici dans l'Emcher Park, il y a eu une magnification au fond de l'architecture industrielle par des artistes qui ont mis en lumière, qui a fabriqué des nouvelles icônes de notre territoire. Ici à Liverpool, et il y a 20 ans déjà, les docks ont été transformés et sont devenus des lieux de loisirs, des lieux de fréquentation. Et il y a une très grande appétence au fond de l'usager pour ces lieux qui sont marqués par l'histoire et qui ont une architecture magnifique et qui se prêtent au fond à des reconversions. Quand on parle de développement durable, la capacité à réutiliser un bâtiment est clairement durable. On peut s'interroger sur ce que nous produisons aujourd'hui. Est-ce que c'est reconvertible ? Est-ce que nos centres commerciaux sont reconvertibles ? Est-ce que l'Arche de la Défense est reconvertible ? L'Arche où je travaille, je pense que non. Et dans l'architecture ordinaire a souvent beaucoup moins sa place dans le projet urbain. Et pourtant, c'est l'élément principal. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fabrique nos villes ? Essentiellement l'habitat, essentiellement l'architecture ordinaire. Alors je pense que Francis Cuillet va parler de cette
urbanisme, architecture ordinaire. Alors, l'architecture ordinaire, elle mérite aussi qu'on s'y penche. Et ici, à Paris, il y a eu un effort considérable sur cette architecture ordinaire par le logement social. Ici, un travail de Frédéric Borel qui fabrique des îlots en profondeur, interrompt la continuité sur rue. Et il y a eu un travail magnifique fait par l'Agence parisienne d'urbanisme qui a permis, je vais essayer de le représenter parce que je n'ai pas d'image. Vous voyez, habituellement, le mouvement moderne a inscrit dans tous les plans d'urbanisme les prospects. Donc, de fait, quand on a une parcelle, on construit le long de la rue et puis en T pour les prospects. Donc l'évolution du plan de Paris a permis de s'appuyer sur les limites parcellaires, donc de créer des cours. Ce qui correspond aussi à une demande des usagers, d'avoir le calme, d'avoir de l'espace pour les enfants, etc. Et ça a entraîné une production de très très grande qualité au niveau de l'architecture quotidienne. Ici, je montre un travail de Christian de Portzamparc, très ancien, la première œuvre au fond, les hautes formes dans le XIIIe, où il a voulu montrer comment on pouvait en même temps faire de l'architecture contemporaine et du vivre ensemble et de la proximité entre les bâtiments, modèle qu'il applique dans le schéma théorique qu'il réalise aujourd'hui en tant qu'urbaniste à Masséna, Paris-Rive-Gauche, où on tente ici de faire de l'architecture ordinaire de qualité. Et c'est un chantier laboratoire tout à fait important, très regardé au niveau européen. Et alors je montre cette opération sur l'architecture ordinaire que je trouve exceptionnelle, qui reste exceptionnelle, qui a été dotée de prix mondiaux. C'est Renzo Piano qui... Alors voilà, il illustre parfaitement la nouvelle possibilité du schéma parisien de se mettre sur les limites parcellaires. Là, on est sur la rue. Voilà, là, il se met sur la rue en continuité de l'haussmannien. C'est pas de l'haussmannien, mais enfin bon, c'est l'architecture traditionnelle. Et il ne se démarque pas. Il dialogue avec elle. Et il crée ce jardin, réalisé par Michel Desvignes, où donc vous êtes dans Paris, et vous avez du calme, vous avez de l'espace, vous avez du vert, et vous avez créé des conditions finalement d'accueil d'une architecture ordinaire d'une immense qualité et durable. Donc je pense que c'est un sujet essentiel sur lequel on ne se penche pas assez. Et pour sortir de Paris, ici, des jeunes architectes, lauréats d'Europan à Saintes, fabriquent, s'inscrivent dans une histoire qui est celle des Venelles, de ce tissu de la ville de Saintes, et insèrent un habitat individuel tout à fait étonnant, remarquable, reconvertissent des bâtiments et arrivent à produire une densité de 100 logements à l'hectare. 100 logements à l'hectare, c'est énorme. C'est 10 fois la densité des lotissements habituels. Tout simplement parce qu'ils réutilisent les voiries existantes. Et ils produisent une architecture moderne qui rentre en négociation avec l'histoire. Donc c'est dire que c'est très, très, très encourageant. On a en France maintenant des architectes de très, très grand talent qui se dévouent à la cause de l'habitat. Produire un habitat de qualité, c'est essentiel. Savoir dialoguer avec la ville historique, c'est essentiel. Et affirmer sa modernité aussi. Et travailler sur les valeurs d'usage. Donc je pense que cette opération démontre tout ceci. Faire la ville par l'espace public, c'est la leçon numéro 1 du projet urbain. Je vous avais dit que le projet urbain, c'est du lien. Donc le lien se fait par l'espace public. Et là, je montre Barcelone, parce que bien évidemment, en tout cas pour les spécialistes de l'urbanisme, Barcelone est la Mecque de l'espace public. Puisque Barcelone, après la dictature, dans les années 75, avait beaucoup d'idées et pas d'argent. Donc, ils avaient beaucoup travaillé, ils savaient à peu près ce qu'ils voulaient faire. Ils se sont lancés dans un énorme travail de reconfiguration des espaces publics. L'espace public, ça coûte cher, mais ça coûte beaucoup moins cher que n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire, rapporté au coût d'une opération, c'est vraiment très peu de choses. Alors, ils ont mobilisé à la fois des talents locaux, des talents extérieurs, sous la houlette d'un grand architecte, Oriol Bohigas, qui était élu. Ils ont créé un atelier des espaces publics, et puis ils ont fait 40 espaces publics en 4 ans, dans le centre, dans la périphérie. Et Barcelone, ça continue. Moi, je viens de sortir un livre aujourd'hui sur Barcelone continue à être innovante. Donc, et vous voyez, on sort de la dictature, on retrouve la catastrophe. L'énergie après la dictature a permis aux villes espagnoles d'inventer la movida. Donc là, on est dans un truc formidable parce que ce jardin d'El Clot, il y avait une ancienne usine dont les traces ont été conservées
comme de l'archéologie, avec une intervention d'art contemporain, et on a un espace extrêmement diversifié, très remarquable, qui a généré, et ça c'est la leçon barcelonaise, l'investissement privé en face. Face à un espace public refait, il y a automatiquement investissement privé. Moi j'y suis retournée, le jardin del Clot, ça c'est maintenant, eh ben, ça n'a pas bougé. Et quand on parle de développement durable, c'est vraiment très important. Est-ce qu'un espace, 20 ans après, a toujours le même sens? Le jardin du Luxembourg, les buts de Chaumont, je veux dire, vous n'avez pas envie de les recommencer, ça marche toujours. Et bien là, ça marche toujours, c'est extraordinaire, parce qu'il y a à la fois cette fermeture sur la rue, cette perméabilité parfaite, et on voit la tour de Jean Nouvel qui rentre dans le paysage du jardin del Clot. Et ben Jean Nouvel a fait un jardin que je trouve personnellement beaucoup moins bien que le précédent, parce qu'il est très très fermé, très très minéral. Mais c'est pour montrer la diversité de l'écriture au fond de l'espace public barcelonais. Alors, la ville française qui en a fait le plus, c'est la ville de Lyon. Lyon a fait autant d'espaces publics dans le centre que dans la périphérie, avec aussi un appel à la mise en lumière. C'est la ville des Lumières. Donc le 7 décembre, tous les ans, vous avez la fête des Lumières, et un appel aux artistes qui est très très massif. Ici, on est donc dans la place des terreaux, où cette grande sculpture de Bartoli a été déplacée, elle était au milieu de la place, a été déplacée pour laisser la place aux gens. Et vous avez un très beau travail artistique, donc, vous avez la mise en lumière, l'art contemporain, et donc l'urbaniste qui ont fabriqué ensemble cet espace. Et j'insiste, le projet urbain peut consister à ne pas construire. Alors ça, c'est un message aux architectes, parce qu'en général, quand vous leur donnez un projet urbain, ils construisent. Alors qu'on peut ne pas construire, justement. L'artiste est en Buren, évidemment, puisqu'il a fait ses bandes ici. Et vous avez des petites fontaines qui ressortent. L'espace public, c'est aussi très lié en France au passage du tramway. Je passerai très rapidement là-dessus, puisque Michel Courajou va vous le présenter, mais tous les abords de la Garonne ont été recomposés par Michel Courajou à l'occasion du passage du tramway. Il a fabriqué donc des quais jardinés, et c'est une réussite absolument considérable qui a entraîné la reconversion des docks qui sont là-dessus. Vous avez maintenant une animation tout à fait incroyable, et il a imaginé cette chose très très jolie qui est un bassin qui reflète la place de la Bourse et qui est devenu un haut lieu de fréquentation, qui est devenu le spot. C'est là qu'on se rencontre, c'est là que finalement se déroule la vie urbaine. Et Michel Courajou lui-même reste stupéfait par cette réussite en disant bon, nous on propose des choses et finalement les habitants s'en emparent ou pas. Alors l'espace public, ce sont les infrastructures, c'est une chose qu'on oublie parce que fut un temps où les ponts étaient dessinés par des grands architectes. Et c'était très important, et ça a été moins vrai. Et on y revient. Ici, c'est Bilbao qui a manifesté une passion pour les infrastructures et a su en faire de l'architecture. C'est également les entrées de métro. Ici, vous avez le métro de Bilbao dessiné par Norman Foster, sans doute le plus beau métro du monde, qui reçoit de la lumière. Et vous avez ces entrées de métro que les gens de Bilbao appellent avec beaucoup d'humour les Fosteritos, petits Foster, et qui sont devenus réellement maintenant l'identité de la ville. C'est le repère. Je pense que l'ensemble de ces exemples cherche à montrer que l'histoire, les villes que l'histoire nous a léguées sont magnifiques, mais on peut continuer quand même à fabriquer du patrimoine. Aujourd'hui, c'est du patrimoine. Les Fosteritos, c'est impensable de les déplacer. Elles sont partie intégrante de l'identité de Bilbao. Alors, un point essentiel, c'est que pour faire tout ça, il faut oser agir au risque de se tromper. Et je remontre Birmingham. Parce que agir, c'est prendre un risque. Et nous, urbanistes, nous serions malhonnêtes si nous disions à un élu, voilà, vous allez faire ça et ça va marcher. C'est impossible. Je ne sais pas quels sont vos métiers les uns et les autres, mais je crois que dans tous les domaines, c'est pareil. La décision est une prise de risque. Une décision personnelle aussi, hein. Vous allez vous marier, avoir un enfant, ça va marcher, ça va être bien, vous ne savez pas. Mais donc il y a des gens qui ne prennent pas de risque d'ailleurs. Et faire un projet en bain, c'est prendre un risque. Alors, cette histoire est assez amusante. On est à Birmingham et l'aménageur qui a aménagé Brindley Place, que je vous ai montré tout à l'heure, voit qu'un central téléphonique, on ne voit plus que ça du central téléphonique, était en vente par la ville et la ville voulait le démolir. Alors il dit ah ben non, moi je vais l'acheter et je vais essayer de faire un projet.
il va rencontrer, et je vais m'installer comme investisseur, il n'avait pas d'argent. Il va rencontrer le directeur de l'urbanisme, qui était un type super, et il lui dit, voilà, moi, j'imagine faire ici le faubourg Saint-Honoré, à Birmingham, et je vais superposer des logements, des hôtels, et puis faire venir le canal. L'autre lui dit, mais t'es complètement fou, c'est pas possible, c'est très cher. Il lui a dit, écoute, si tu m'écris une lettre en me disant que tu es OK, je vais essayer d'avoir un prêt bancaire pour acheter, ça coûtait 4 millions de livres, c'était pas grand-chose, hein. 5 millions d'euros, pas grand-chose, il y a 15 ans. Et avec ce papier-là de la mairie, il a obtenu le prêt bancaire. Bon, on est en Grande-Bretagne, hein. En France, le capital risque ne fonctionne pas pareil. Et il achète le bâtiment. Et il fait faire un projet extraordinaire. Et sur base de ce projet, il obtient de nouveau des prêts bancaires pour réaliser l'opération. Donc là, vous avez une capacité de risque fantastique prise par la ville, qui a vendu à cet homme qui n'était pas un aménageur, hein, qui travaillait chez l'aménageur qui a fait l'autre opération. Vous avez les banques qui ont pris le risque, lui-même a pris le risque. Donc, et c'est une opération fructueuse qui a très très bien marché, magnifiquement marché. Mais c'est une constante au fond dans tous nos projets, c'est cette capacité à agir. Et qui est une chose au fond qui n'est pas un attribut humain très très diffusé. C'est très très dur de décider parce que décider c'est prendre le risque de se tromper et c'est aussi quand vous décidez ça, vous ne pourrez plus faire ça. Et certes, et toutes les villes dont je vous ai parlé sont des villes qui ont des décideurs extrêmement engagés et courageux. Alors, les outils de l'action, on ne fait pas ça tout seul. Donc, pour arriver à faire ces projets, alors je montre ici la délégation au développement de Saint-Nazaire, Porto Antico, qui est la société qui a fait Gênes, Bilbao Ria 2000, qui a fait Bilbao. Il faut inventer une structure d'aménagement qui est capable de porter ce projet. Alors, je vais juste raconter celle-là. Alors pour Bilbao Ria 2000, c'est quoi? C'est une petite équipe qui a dans son conseil d'administration tous les pouvoirs qui sont concernés par le projet de Bilbao. Donc elle a l'État national, l'État local, la province, le maire, la chambre de commerce, ça c'est très important, et des représentants du monde économique. Et puis elle a surtout le port et elle a les 2 sociétés de chemin de fer. Et cette société prend ses décisions à l'unanimité. Et alors, elle débat des projets, et donc les accords sont pris très en amont, ce qui permet d'aller très vite sur les projets. Et point très important, je vais le montrer après, partenariat public-public conditionne le partenariat public-privé. Alors justement, cette société Bilbao Ria 2000 réunit l'argent de tout le monde, l'argent de l'État, du privé, de tout le monde. Alors ça fait beaucoup d'argent public. Parce qu'actuellement, par exemple, si vous prenez n'importe quel exemple sur l'Île-de-France, vous allez voir, les pouvoirs publics, ils ne vont pas mettre l'argent au même endroit. Si vous mettez tous l'argent dans le même portefeuille, ça fait un effet de levier formidable. Bon. Eh bien, Bilbao nous a démontré ça. C'est que si le public se met d'accord, tant au niveau financier que surtout au niveau de la décision, le privé vient très facilement. Le privé a été, par exemple, à Saint-Nazaire, ville en difficulté, avec une économie en dents de scie, parce que la décision était garantie. Le privé attend du public une décision sûre, parce qu'une décision qui n'est pas sûre, c'est des années de portage financier infructueux. Donc, c'est une condition indispensable. Alors, le dernier point, je vais le développer plus longuement, c'est être un territoire durable à bonne échelle, c'est dessiner la ville métropolitaine, la ville diffuse. Et là, je montre un travail théorique. Je pense que Manuel Gauza a été invité ici à faire une conférence. C'est un architecte barcelonais remarquable qui a eu un financement par la Generalitat de la région de Catalogne pour dessiner l'ensemble de la Catalogne comme un projet. Et donc, il s'inscrit dans cette géographie, on retrouve la logique géographique. Il urbanise le plateau, il crée des axes majeurs et il fait une série de projets avec d'autres pour montrer comment on peut occuper ce territoire. Je vous ai montré que pour être une ville durable, il fallait tenter de travailler à d'autres échelles territoriales. Alors, j'introduis ceci ainsi en disant sur les grands territoires,
Il y a beaucoup d'acteurs et peu de projets. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui font des choses. Mais il n'y a pas de projet urbain. Il n'y a pas de vision de la manière dont ce territoire doit s'organiser. Alors, ce territoire, ces grands territoires, on ne sait pas comment les appeler. On les appelle, les Italiens appellent ça città diffusa, la ville diffuse, parce qu'elle se situe entre les villes. C'est une ville qui est faite de points qui envahissent un territoire sans lien avec les villes. Les Allemands appellent ça l'entre-ville. Thomas Sievert, qui est le théoricien allemand de ces territoires, appelle ça l'entre-ville. Nous, on appelle ça ville périphérique, mais ce n'est pas forcément ville périphérique parce que c'est entre les villes. On appelle ça étalement urbain. Donc, les Américains parlent de sprawl. Et ces territoires-là, d'après Bernardo Secchi, donc un théoricien italien, qui est également une des équipes du Grand Paris, ces territoires logent plus de 50% des Européens. Alors quand nous, on pense ville européenne, on ne pense absolument pas à ça. Et pourtant, c'est ça la ville européenne. D'après Bernardo Secchi, on est plutôt à 60% maintenant de villes diffuses. Alors c'est une sorte de ville invisible, sans nom, et où finalement qui est une ville fabriquée par le marché, complètement fabriquée par le marché. C'est une ville, donc je cite David Mangin, grand prix d'urbanisme, qui a écrit un livre magnifique, La ville franchisée. Il dit c'est la ville des produits. Donc vous avez les centres commerciaux qui fabriquent un produit, c'est toujours le même produit. Vous avez des lotisseurs qui fabriquent un produit, il y a lotissement. Vous avez des zones industrielles, c'est toujours le même produit. Une ville des produits, c'est pas du tout une ville du lien, c'est pas une ville de la complexité, c'est une ville qui est fabriquée par des acteurs qui posent des objets. Et tout ça est lié à la mobilité. Et par exemple, le diffuseur, l'échangeur autoroutier, c'est comme une prise électrique sur laquelle viennent se brancher tous ces fabricants d'objets. Parce que ils se branchent, vous allez les brancher un lotissement, vous allez brancher un centre commercial, une zone industrielle, une zone logistique, parce que vous êtes sur l'échangeur. Donc voilà comment ça se fabrique. Ça ne se fabrique pas avec une vision, ça ne se fabrique pas comme on a vu sur la ville consolidée avec une volonté de faire une ville du vivre ensemble. Donc cette ville-là, c'est justement la ville à laquelle s'est attaqué le Grand Paris. Et elle est en crise, parce qu'elle est en crise de méthode, elle est en crise de projet, elle est en crise d'imaginaire, parce que de fait, surtout en France, il n'y a pas de pouvoir politique à cette échelle-là. Au fond, aucun urbaniste n'a jamais été mobilisé pour travailler sur ces échelles, parce que vous n'avez même pas un élu à la bonne échelle capable de poser la question. Donc, on a travaillé sur ces territoires en termes de planification traditionnelle, c'est-à-dire en distribuant des grandes, disons, vocations urbaines, en disant là, il y aura les commerces, là, il y aura l'habitat, là, il y aura l'industrie, et avec une vision aussi très liée au mouvement moderne. Ce que j'entends par le mouvement moderne est beaucoup attribué au Corbusier, mais il n'y a pas que le Corbusier. Donc, c'est tout un mouvement d'idées qui a été partagé par de très nombreux urbanistes qui visait à la séparation des fonctions. Une bonne ville, c'était une ville qui séparait les activités. Pour Le Corbusier, il y avait la ville où on dort, la ville où on travaille, la ville où on se distrait et la ville où on circule. Et ça ne marchait pas ensemble. Et il avait un système des 7 voies. Il y avait les voies les autoroutes, on va dire, qui sont les voies de transit. Il y avait les autres voies qui sont les grandes distributions dans les villes, dans les nationales. Après, il y avait les voies qui traversent les parcs, il y avait les voies qui relient les quartiers entre eux, puis il y a les voies piétonnes, et puis il y a les voies cyclables. Donc il y a un superbe dessin dans le livre de David Mangin sur les 7 voies. Donc c'est ça. Et cet urbanisme-là, cette vision-là, a fabriqué absolument notre ville périphérique, en France et aux États-Unis, bien évidemment. Et alors donc, cette dynamique de développement est le fait de très nombreux acteurs, y compris des individus qui vont mettre leur maison quelque part, là où ils peuvent d'ailleurs. En Île-de-France, c'est souvent les gens les moins riches qui vont se mettre très loin parce qu'ils ne peuvent pas habiter dans la ville consolidée ou dans la première banlieue. Donc c'est une ville qui est produite par des individus, par les ingénieurs qui dessinent les routes
ou les transports, par les producteurs d'objets, les boîtes commerciales, la logistique, etc. Et donc, ça fait un urbanisme très incohérent et très, 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 très producteur de CO2. Parce que, en général, vous n'avez pas de lien entre les voies. Et pour aller d'un point à un autre, vous devez faire des tours énormes. Bon, les gens habitent très loin, ils se déplacent, ils ont peu de transports en commun. Et pour François Hacher, donc notre dernier grand prix d'urbanisme, la deuxième couronne parisienne est celle qui produit de loin le plus de CO2, mais dont on ne s'occupe pas. Donc, avec notre préoccupation aujourd'hui sur cette question, vous voyez que l'actualité est très très grande de s'interroger sur ces territoires. Alors, on commence à voir émerger, d'abord je voulais vous montrer ça, on commence à voir les territoires se regrouper. Alors, ce sont des images que j'ai prises au dernier salon de l'immobilier à Cannes. C'est un endroit très chic, au MIPIM, où les villes se montrent pour attirer des investisseurs. Alors, c'est assez amusant parce que vous voyez que Barcelone se présente avec toute la Catalogne, en rejoignant finalement le projet de Manuel Gauza. On voit ici Normandy Avenue, Caen, Rouen, Le Havre. Et voilà aussi ici le nord de la France. Tous ensemble, la région du Veneto. Et j'aurais pu continuer comme ça. Et puis, bien sûr, Nantes-Saint-Nazaire qui se propose comme une écométropole dont on parlera tout à l'heure. Alors, d'une part, on a cette préoccupation des grands territoires pour des raisons d'aménité, de confort, d'identité, de qualité, de dysfonctionnement au niveau durable. Mais il y a une autre raison qui arrive aujourd'hui, c'est ça. C'est plus fort pour agir ensemble. Alors ça, c'est très très nouveau en France. Le maire de Nantes a commencé à travailler avec le maire de Saint-Nazaire. Et ils fabriquent ensemble une écométropole. Mais il dit maintenant, ça ne suffit pas. Il faut maintenant que je travaille avec Rennes. Rennes, la ville ennemie, la ville rivale. Et aussi que je travaille avec Angers, parce que sinon on ne fera pas le poids. Il faut qu'on mette en réseau nos universités, nos centres de production, nos offres de loisirs. Et le maire de Rennes dit la même chose. Le maire de Lyon, qui est passé de la ville à l'agglomération, maintenant ils ont créé une structure avec Saint-Nazaire, le Nord-Isère, pour peser au niveau européen et pour établir des complémentarités. Donc là, c'est une opportunité très intéressante et quelque chose de très nouveau qui se dessine et qui nous amène peut-être à être en mesure de mieux réfléchir à ces échelles territoriales. Et puis voilà, il y a la prise de conscience maintenant assez générale de ce que nous produisons. Alors Télérama est quand même pas un journal très très grand public, mais tout de même, c'est pas un journal qui parle beaucoup d'urbanisme. Et il fait son titre sur la France moche, halte à la France moche. Et vous voyez là exactement ce que nous produisons dans la périphérie. Alors ça ne nous gêne pas de mettre en périphérie. On a les boîtes commerciales, on a la voiture, personne dans la rue, les boîtes, les lotissements. Et puis maintenant, ils ont lancé un concours pour mettre des photos sur leur site, leur blog. Et puis, il y a des gens qui alimentent sur la France moche. Ça rejoint la mocheness de notre ami de MVRDV. Donc, d'autre part, on a la préoccupation de la ville durable. Nous avons décidé en France, avec le Grenelle de l'environnement, d'adopter le facteur 4, donc de réduire, diviser par 4 notre production de CO2. Et ça passe par la grande échelle. Parce que à petite échelle, vous n'y arrivez pas. Supposons que vous voulez vous occuper de la question de l'inondabilité. Vous faites un écoquartier, ça ne sert à rien. Vous êtes bien occupé de l'eau, elle n'est pas imperméabilisée, enfin le sol n'est pas imperméabilisé, ça va c'est filtré et puis ça va, j'espère, dans le sol, mais vous n'avez rien réglé. L'inondabilité, ça se traite à l'échelle des bassins versants. Donc ça, c'est une image de l'équipe Seki Vigano pour le Grand Paris qui dit, voilà, d'une part, faire la ville durable, c'est travailler sur la ville existante, ça c'est essentiel et je vais le développer, et d'autre part, donc c'est la grande échelle. Alors pourquoi la ville existante? Parce que finalement, la ville du futur en Europe, elle existe. Vous savez, on ne va pas se développer beaucoup. On n'est pas dans une économie de la croissance. On n'est pas en Chine, on n'est pas en Inde. Donc on ne va pas se développer beaucoup. Et l'essentiel de la ville existe déjà.
Donc, ce que nous allons construire va représenter 1% de la ville existante. Donc, si nous arrivons à rendre vertueux 10% de ce que nous construisons, ça fait 1 pour 1000 de la ville. C'est rien. Si on ne travaille pas sur le stock, on n'a rien fait. Donc, faire la ville durable, c'est travailler sur le stock, sur l'existant et à la grande échelle. Alors, à cette grande échelle, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de projet et on n'a pas d'opérateur. Je vous ai montré tout à l'heure les opérateurs sur Bilbaoria 2000. On n'a pas d'opérateurs qui travaillent sur ces grandes échelles. Bon, il y a l'idée aujourd'hui de la Société du Grand Paris. On verra bien ce que ça donnera. Face à cette situation, on a aussi, je vous l'ai dit, les pouvoirs émiettés. Donc, on n'a aucune structure qui couvre tout ça. Alors, bon, il y a un petit espoir avec la réforme territoriale. La réforme territoriale va créer des métropoles, des grandes métropoles de plus de 400 000 habitants. Alors ça va donner un outil assez puissant parce qu'aujourd'hui, les présidents des communautés d'agglomération ne sont pas élus au suffrage universel. Donc ils se comportent comme des maires. Ils sont élus par leur ville. C'est uniquement quand ils seront élus à la bonne échelle qu'ils se comporteront comme le maire de la grande ville. Et alors ce processus de la réforme territoriale est très très intéressant. Par exemple, le maire de Rennes, aujourd'hui, avec le préfet, est en train de mener une démarche pour agrandir la communauté d'agglomération, associer des communes voisines, pour atteindre 400 000 habitants, qui est la base pour être une métropole. Parce que comme il considère que Nantes, ce n'est pas la Bretagne, il dit si je n'atteins pas 400 000 habitants, la Bretagne n'aura pas de métropole. Donc il faut que je sois métropole. Alors il y a un processus qui est très 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 intéressant, qui se joue en ce moment, en fait, dont on ne connaît pas tout à fait la suite. On voit que ça bouge, mais c'est en ce moment que ça joue. Et alors, cette échelle territoriale nous amène aussi à regarder le problème de la cohésion sociale. Ici, une représentation faite sur le Grand Paris par l'équipe Secchi Vigano, les Italiens, qui nous montre les déséquilibres incroyables. Et ça, vous avez ça dans presque toutes les métropoles. Ça veut dire, les gens pauvres, ils sont en rouge. Très pauvres, assez pauvres. Alors, plus on est noir, plus on est riche. Hein. Donc, vous voyez le déséquilibre incroyable de cette métropole. À New York, on m'a dit qu'ils pouvaient faire exactement les mêmes représentations. Alors, quand on travaille aussi sur la grande échelle, cette question, elle est majeure, hein, l'équité territoriale. Question qu'on sait assez mal aborder d'ailleurs. Alors, comment on s'y prend ? Comment on s'y prend ? Eh bien, à ces grandes échelles territoriales, il faut fabriquer des polarités. Alors, ce terme de polarité a été inventé par des architectes, hein, par Europan, le concours européen d'architecture. Pour ne pas dire centralité, parce qu'une centralité, c'est complet. Une centralité, c'est toutes les fonctions. Mais une polarité, c'est de nombreuses fonctions qui font qu'on vous offre quelque chose d'urbain, quelque chose où vous reconnaissez, quelque chose que vous avez envie de fréquenter. Donc, il faut créer des polarités. Alors, tout à l'heure, en discutant avec Béatrice Prederer, elle me demandait, au fond, qu'est-ce que c'était que la ville ? Alors, la ville, je cite de nouveau François Hacher. François Hacher dit, la ville, c'est la sérendipité. La sérendipité, c'est le fait de trouver ce qu'on n'a pas cherché. C'est, vous sortez dans la rue pour faire une activité, et puis vous en rencontrez une autre, et puis vous rencontrez des gens, et vous faites tout à fait autre chose que ce que vous avez prévu de faire. Vous faites des rencontres que vous n'avez pas imaginées. Ça, la ville vous l'offre, c'est génial. Alors que la périphérie ne vous l'offre pas du tout, parce que vous allez prendre la voiture pour aller au centre commercial, il ne va rien vous arriver de très extraordinaire dans votre voiture vers le centre commercial. Donc, fabriquer des polarités, c'est fabriquer cette possibilité de sérendipité, de rencontres, etc. Et de l'identité. Et j'illustre aussi par un dessin du Grand Paris qui m'a beaucoup intéressé, qui est fait par l'équipe Descartes, pilotée par Yves David Mangin, qui disent, voilà, dans ces 12 millions d'habitants à peu près, eh bien, on pourrait mettre 20 villes superbes, 20 villes européennes superbes, dotées d'identité, comme Trieste, Édimbourg, Stuttgart, Séville, etc. Donc il ne s'agit pas... Alors, on a un problème avec les médias, parce que les médias ont compris que c'était 20 villes nouvelles. Ce n'est pas du tout 20 villes nouvelles. Hein. C'est l'idée de comment peut-on fabriquer des territoires qui soient dotés d'une centralité, d'une identité. Voilà, c'est ça la question. Et c'est la même à d'autres... Pour des métropoles même beaucoup plus petites, la question de créer de nouvelles polarités, elle est essentielle. Et c'est celle-ci aussi qui réduira l'utilisation de la voiture, parce que vous allez fréquenter des polarités proches de chez vous.
Un autre point à la grande échelle territoriale, c'est de penser cette ville par la résilience. La résilience, l'économie d'énergie, l'eau, les déchets, zéro, le toit solaire, la géothermie, etc. L'énergie, c'est un vrai sujet pour fabriquer, et qu'on peut travailler à ces grandes échelles territoriales, et c'est en train de venir. Aujourd'hui, beaucoup d'urbanistes découvrent dans leurs projets qu'ils peuvent utiliser la géothermie, par exemple, qui a peut-être plus de chances de se développer que le photovoltaïque ou d'autres. Les réseaux de chaleur, c'est de plus en plus utilisé. Donc voilà, toutes ces questions sont des questions qui complexifient, au fond, le projet urbain, qui ne le changent pas, qui le rendent plus intéressant, au fond, et plus complexe, et ce sont des nouvelles questions qu'on va intégrer dans nos projets. Alors d'abord, pour aborder ces territoires de cette manière, il faut savoir les lire et les décoder. Et ici, on est sur un très grand territoire de près de 100 km, Seine-Aval, qui est une des grandes opérations de l'État, qui a beaucoup été étudiée par les gens du Grand Paris. Et c'est un travail fait par une jeune équipe d'architectes au BRAS, qui, à la demande de l'établissement public, étudie ce territoire et l'étudie avec la même finesse que les historiens étudient la ville historique. Parce que ces grands territoires sont en manque, au fond, d'intérêt, d'attention, de curiosité. On a l'impression que c'est tout pareil. Alors, c'est pas tout pareil. Il y a des paysages, il y a une géographie, il y a un milieu, il y a une nature, il y a des villes, il y a des paysages, il y a des histoires. Donc, ce travail très très fin qui a été fait, je ne montre pas l'ensemble du projet, est très important pour qualifier un territoire. Il faut savoir le lire, le décoder pour pouvoir faire un projet. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est très très important, et c'est une évolution considérable de l'urbanisme, c'est de respecter l'existant. Moi, j'ai connu une époque où réellement, on regardait des territoires en disant « mais ici, c'est très mauvais, quoi. On va faire tout à fait autre chose, parce que c'est vraiment pas bien ». Et là, et je pense que toutes les équipes du Grand Paris, par exemple, l'ont bien montré, il y a une évolution très sensible de la part des urbanistes qui reconnaissent les qualités de l'existant, qui se penchent sur des détails, un paysage qui est peut-être pas encore très affirmé, mais qui a un potentiel, des bâtiments qui ne sont pas formidables, mais qu'on peut faire évoluer. Et ça demande aussi une science aussi complexe que celle qu'on a utilisée pour comprendre la ville historique. Et on est extrêmement loin du compte sur la compréhension et la connaissance de ces territoires périphériques qui sont la ville de demain. Alors, on a quand même quelques projets, quelques scénarios enthousiasmants. Ici, l'agence Terre, paysagiste français très connu, Henri Bava fait partie de cette équipe et il enseigne en Allemagne. Donc, il a fait un projet absolument immense, ça c'est 200 km. C'était une question qui était posée par les Allemands. Comment peut-on faire un projet qui rassemble la France, non, pas la France, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas, ici. Comment on peut donner du sens à un territoire comme ça? Alors, ils ont trouvé une idée tout à fait extraordinaire, c'est qu'en réfléchissant sur ce territoire, ils ont trouvé que ce que ce territoire avait en commun, c'était la plaque de houille souterraine. Ils ont été dans le souterrain et qui donne l'identité du territoire. Ils se sont appuyés sur cette plaque de houille pour définir ce qui faisait au fond l'identité de ce territoire. L'identité de ce territoire, c'est son appartenance à la houille, avec beaucoup d'émergence, des terrils bien sûr, mais aussi des routes, des villages. Et en mariant donc les trois données, ils fabriquent une nouvelle identité qui est basée sur la route des villes et la route des paysages, qui va relier une multitude de petits projets qui vont s'accrocher à cette nouvelle identité en appui sur l'appartenance à la plaque de houille qui leur est commune. Et donc, voilà des images qui représentent l'utilisation de ce territoire, dont l'identité au fond est le sous-sol. Et ce travail-là a amené un appel à projet et se met actuellement en œuvre sur les 3 pays. Et ce projet a obtenu le prix du meilleur projet européen 2009. Donc, ce sont des choses très très rares. On n'en a pas beaucoup, puisque les Allemands avaient fait, je pense que ce projet est un enfant de l'Emscher Park que je vous ai montré tout à l'heure, puisque seule l'Allemagne s'est attaquée au fond
à ces échelles territoriales. Je montre un autre travail, peut-être d'une échelle moins grande, mais tout de même transfrontalier entre Genève et le pays de Gex. Et une jeune équipe suisse, Guller imagine des complémentarités et des liens transfrontaliers et imagine quelque chose qui s'appelle le cercle des adresses, qui va relier des choses, l'aéroport, qui va relier la Maison des Nations, mais avec les parcs, avec des pôles d'activité en France, et donc qui vont faire l'objet de projets très forts qui vont fabriquer, au fond, le cercle des innovations et des adresses avec la présence du CERN qui est ici, qui est un centre de recherche atomique, donc remarquable. Alors, on a... le Grand Paris a fait des émules et on a maintenant des villes qui réfléchissent à grande échelle. Reims a fait appel à 3 grands prix d'urbanisme, Christian de Villers, Bruno Fortier et Philippe Paneret, pour dessiner le Grand Reims. Et pas le dessiner en termes de planification, mais en termes de projet. Et il y a eu des débats autour des 3 propositions pour voir comment est-ce que Reims peut travailler à d'autres échelles territoriales et surtout se redynamiser. Ce sont les villes à 1 heure de Paris qui souffrent beaucoup. Donc ça, c'est une histoire à suivre qui va être tout à fait passionnante. La maire est très très engagée dans ce processus. Bordeaux, que va vous montrer bientôt donc Francis Cuillier, a appuyé son travail métropolitain sur une logique de transport, le tramway, qui va très très loin dans la périphérie de façon radiale et fabrique des nouvelles entités, des nouvelles centralités. Donc c'est très fortement inscrit maintenant dans la planification et se met en œuvre. Alors Bordeaux a une chance, c'est que l'étalement urbain est arrêté par les vignobles. Donc parce que construire ramènerait moins d'argent qu'aujourd'hui le vignoble. Alors voilà une autre ville qui s'est très fortement engagée aussi sur le grand territoire et qui est sans doute la plus avancée, c'est l'agglomération rennaise qui, elle, a fabriqué beaucoup de polarités périphériques reliées par des transports et surtout à une ceinture verte et à imaginer. Alors ici, on est dans un cas très très différent de Bordeaux parce que ce sont des toutes petites villes. Ce qui se fabrique à Rennes est très très intéressant. Vous avez un élu qui est élu aux formes urbaines, vice-président aux formes urbaines. C'est le seul exemple en France. Jean-Yves Chapuis, qui est quelqu'un de très très remarquable. Et il accompagne les collectivités dans cette démarche qualitative. Il appelle ça la ville archipel et la ville des proximités. Vous devez pouvoir trouver près de chez vous ce que vous allez chercher dans la ville-centre. Alors, les préconisations, déjà, sont mises en œuvre. Et en particulier, il s'agit de localiser les extensions urbaines en continuité immédiate des bourgs. Parce que souvent, vous entendrez parler de densité. Moi, la densité, je ne trouve pas que c'est très important, la densité. Parce que ce qui est beaucoup plus important que la densité, c'est la localisation. Il s'agit d'être en greffe immédiate de l'existant. Si vous faites des opérations très denses au bout du monde, ça n'a pas d'intérêt. Donc ici, il y a la défense de la greffe urbaine. Et on augmente les densités, mais de manière très raisonnable, en passant de 10 logements à l'hectare à 20 logements à l'hectare, en utilisant toutes les techniques du développement durable, c'est-à-dire l'écoulement naturel des eaux, c'est les bassins d'orage. Et alors, ce qui est en train de se produire, c'est que ces villages qui étaient endormis revivent. Parce que comme ils se densifient, eh ben, les commerces reprennent vie. Et il y a même du renouvellement urbain sur des bâtiments des années 60, dans la partie centrale, pour faire des activités de commerce, d'animation. Donc c'est une démarche tout à fait vertueuse, mais Rennes est très en avance depuis extrêmement longtemps. Alors bon, sur ces scénarios, je termine par l'exemple mythique qui est Helsinki. On n'est pas en France. Alors la Scandinavie est très difficile à copier parce que ils sont sociodémocrates depuis tellement longtemps que ça doit expliquer aussi qu'ils arrivent à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. Donc ici, vous avez Helsinki avec donc, les extensions de transport en commun qui s'articulent parfaitement avec les urbanisations nouvelles. Et entre les deux, vous avez l'agriculture qui prend sa place et une petite agriculture dans les projets. Donc on est dans l'exemple le plus vertueux en Europe au niveau de l'aménagement et
des pistes de travail. Et je termine cette partie scénario par Pékin, parce que la possibilité de faire des grandes figures urbaines, de continuer à faire des grandes figures urbaines. Donc Pékin a étendu son axe nord-sud en profitant des Jeux Olympiques. Alors ce genre de geste, je ne sais pas si c'est possible dans les pays démocratiques, mais ça fabrique au fond une identité territoriale très forte à la très grande échelle. Alors, je vais prendre quelques minutes pour balayer rapidement les thèmes de travail qui peuvent nous permettre d'avancer. Alors d'une part, les centres commerciaux. Aujourd'hui, les centres commerciaux, ça nous détruit la ville. Alors comment, avec mon hypothèse de travail et qu'avec les acteurs qui font des produits et qui détruisent la ville, comment avec eux, on peut fabriquer de la ville? Donc comment, avec la complicité du commerce, on peut fabriquer de la ville? Alors ici, c'est assez intéressant. C'est à Toulouse. C'est donc la fabrication d'un nouveau quartier où, pour créer une place qui est vraiment une identité commerciale forte, on fait appel à un opérateur qui s'occupe de gérer cette place comme un centre commercial, à la fois au niveau de la forme et au niveau de l'équilibre entre les activités. Donc, ce sont de nouveaux opérateurs qui viennent vous aider à fabriquer une vraie centralité en périphérie. Mais là, nous avons un projet particulièrement innovant qui me paraît porteur d'un changement d'attitude. Donc, dans la foulée d'un schéma de cohérence territoriale réalisé par Bernard Echen, qui va vous le présenter, un schéma de cohérence territoriale qui fabrique des projets. Donc, l'idée est de transformer, c'est un enfant du schéma de cohérence territoriale, de transformer une ancienne entrée de ville en quartier. Alors, les entrées de ville, vous les connaissez en France, il y en a partout, elles se ressemblent toutes avec les mêmes franchises. Alors ici, l'idée est, sur cette route de la mer, de profiter de l'avenue du tramway, de profiter aussi du fait qu'on est en zone inondable et qu'il y a un certain nombre de commerces qui devront être démolis, parce qu'ils sont vraiment la zone rouge, de profiter du fait que la ville a mené une action foncière ici pour, avec les commerces, faire un quartier. Donc, cette opération bénéficie de beaucoup de choses. Elle bénéficie du fait qu'elle a un opérateur, qui est la Société d'aménagement de Montpellier. Elle bénéficie d'un très très grand urbaniste, très inventif et qui sait travailler avec le commerce. Parce que si vous voulez vous rencontrer, si les urbanistes ont une logique sectorielle, ils ne peuvent pas se parler avec les opérateurs. Et puis, il y a Auchan, qui a créé un service aménagement avec un patron urbaniste, Philippe Petitpré, qui joue le jeu. Donc voilà, vous voyez que le commerce va devenir le début d'une histoire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces parkings autour, il va les avoir au-dessous ou derrière, et puis ça va faire partie d'une place, avec des quartiers autour. Donc aujourd'hui, cette opération est pour le monde de l'urbanisme une sorte de grand laboratoire. Si ça marche une fois, ça sera copié, y compris par les commerçants, parce que ce sera très fécond. Il faut savoir aujourd'hui, et Philippe Petitpré nous le dit, que le nombre d'usagers qui viennent en tramway devient très très important dans les commerces. Pour l'instant, on pensait que le commerce était lié à la voiture, ça commence à être moins vrai. Donc, autre idée proposée par Antoine Grimbat qui est passionnante, ce sont ces commerces conciergeries le long des autoroutes qui vont être pour lui des lieux d'articulation entre les transports privés et les transports publics et où vous aurez tous les services, le pressing, la crèche, le commerce, les livraisons Internet. Et il paraît, on m'a dit que ça commence, que ça n'est pas totalement utopique. Donc profitez au fond des lieux de flux pour créer des centralités. Alors, un autre sujet essentiel, qui est d'ailleurs beaucoup apparu aussi dans le Grand Paris, c'est l'agriculture comme composante du rapport ville-nature. Alors, vous devriez inviter vraiment Michel Desvignes, dont c'est le sujet. Michel Desvignes, très grand paysagiste français, sans doute le paysagiste français le plus connu à l'international, qui a une passion pour l'agriculture, une science aussi très développée, et qui, depuis très longtemps, milite pour une micro-agriculture. Et il a travaillé sur le territoire de Cergy-Pontoise, mettant en évidence les logiques paysagères, les logiques agricoles, et proposant des projets qui tissent des espaces entre les deux. Et puis, il insiste beaucoup sur une chose, c'est que les paysages ne seront pas entretenus si
les agriculteurs ne sont pas là. Et très en amont, je pense qu'il a fait ce travail il y a assez longtemps, il a pensé à à la proximité, à la desserte locale, à la production de... Je pense que ce projet est partiellement pris en compte par la ville. Il a fait un autre travail admirable à Issoudun, où il a bien compris la structure urbaine et agricole, et il insère l'urbanisme dans cette structure agricole qui est appelée à survivre et même à se développer en servant l'usager à proximité. Donc ici, la ville d'Aubagne, qui a mené une politique très précise sur la question de l'agriculture, et les centres commerciaux se sont associés aux agriculteurs pour proposer donc de la vente directe, les AMAP, mais aussi pour préserver des territoires donc dans des opérations d'urbanisme où les territoires agricoles sont préservés aux abords des nouvelles opérations. Ici, pas très loin de Paris, dans le triangle vert, donc il y a la ville de Sceaux, vous avez sans doute en France le territoire le plus engagé sur ce rapport ville-agriculture. Et ils ont un site internet très très intéressant. Et donc ce territoire conserve l'agriculture, fait plus que le conserver, développe une micro-agriculture et a des dispositifs en place sur la négociation entre urbanisme et agriculture. Et vous pouvez aller visiter, c'est très très intéressant et ça se réalise. Alors, ça, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, Michel Desvignes nous propose aussi dans le Grand Paris des lisières entre ville et nature, parce qu'il dit qu'aujourd'hui, la ville vient affronter la nature de façon très abrupte et qu'il faut créer une sorte de limite épaisse où se déroulerait une série d'activités, de parcs, de ventes directes à l'usager, chose qui existe aux Pays-Bas d'ailleurs. Et donc, ils font des images de ce type qui montrent ce que pourrait être cette limite épaisse entre la ville et la nature. Et vous avez l'équipe Descartes qui, dans l'histoire du Grand Paris, nous propose de développer la forêt autour de l'agglomération. Donc, ce n'est pas l'agriculture, mais c'est la forêt. Et avec Météo France, ils font la démonstration que ça baisserait de 2 degrés la température sur l'île de France. Alors, un autre thème essentiel pour progresser sur les grands territoires, c'est bien sûr la mobilité et la ville diffuse. Mobilité ville diffuse, vous avez cette image magnifique d'Antoine Grimbach qui a proposé dans le Grand Paris d'aller de Paris au Havre et qui utilise cette représentation formidable du métro parisien parce que cette représentation montre à la fois une accessibilité très grande. Il défend l'idée d'un TGV. Le président de la République a dit que ça se ferait, qui mettrait le Havre à 1 heure de Paris. Mais aussi, ce que nous propose le métro, c'est le tressage des mobilités. Donc, c'est la capacité d'aller où on veut. Donc, il imagine un dispositif utilisant la Seine comme un lieu de transport. Vous voyez, d'ailleurs, elle est représentée comme une ligne de métro, mais aussi les transversales, les tramways. Donc, le tressage des mobilités est une chose essentielle pour la vitalité des grands territoires. On a d'autres propositions, bien sûr, celle de Richard Rogers, qui structure l'Île-de-France de façon radiale. La proposition de Jean-Marie Dutilleul, qui est très très intéressante parce qu'il relie entre elles les gares existantes et les gares futures, donc augmentant finalement la capacité de créer des nouvelles centralités, ou augmentant les capacités de mobilité. Mais surtout, cet exemple me paraît très intéressant parce que dans le débat qu'il y a aujourd'hui sur le Grand 8, sur le Grand Paris, la proposition de l'équipe italienne, dont Secchi Vigano, est de proposer une ville poreuse. Donc, ils disent si on fait le Grand 8, tous les financements seront épuisés par le Grand 8. Or, il faut desservir la ville telle qu'elle existe, la ville diffuse telle qu'elle existe. Donc, il faut des tramways, il faut des taxis à la demande, il faut de l'autopartage. Alors, on ne peut pas ne faire que des transports très lourds, parce que, faute de quoi, on ne répondra absolument pas aux besoins de mobilité. Et je rajoute là-dessus la réflexion de François Hacher qui disait « Attention, les transporteurs ne pensent que domicile-travail. Or, on se déplace pour bien d'autres raisons que domicile-travail. Et il faut savoir gérer ces autres mobilités. Elles ne se gèrent pas de la même manière. » Donc, pour cette question de la mobilité de la ville diffuse, donc, sur Montpellier, il y a un travail extrêmement fin qui est fait sur la question du tramway qui va desservir très très loin le territoire. Mais l'exemple qui nous a paru à nous le plus performant est l'exemple suisse, que vous connaissez peut-être. En Suisse, il y a
une desserte par le train qui est complètement incroyable de l'ensemble du territoire et une capacité aussi à créer des nouvelles gares. Là, nous sommes à Coire et au-dessus de la gare SNCF, on a construit un lieu d'échange bus et des nouvelles centralités, mais surtout, ce qu'on montre aussi en Suisse, ce sont ces lieux qui sont dans des petites villes. Ce sont en même temps des gares, des magasins, un peu les convenience stores qu'on trouve au Japon, qui assurent à peu près tous les services, avec un travail architectural et un travail d'accessibilité qui rend les Français absolument ridicules. C'est-à-dire que si vous voulez aller dans une gare de banlieue profonde à côté de Nice, par exemple, le parcours de l'usager est une chose impossible. Impossible. Le service, il est nul. Et là, vous avez un service à l'usager, une sorte de petite centralité dans des lieux qui sont des lieux de croisement. Mais l'essentiel à dire sur la Suisse est la question de la tarification dont on ne parle pas assez. En Suisse, vous achetez un ticket pour l'année qui vous permet d'utiliser tous les transports, à l'exception des remontées mécaniques. Donc vous avez une facilité de paiement formidable. Vous n'avez pas, en changeant de ville, la nécessité de reprendre un ticket. Ça coûte à peu près 1 000 € pour le premier achat, et après c'est très très dégressif pour la famille, et ça couvre absolument tout. Donc vous avez un usage des transports en commun qui est très important, un service à l'usager essentiel, et donc quand on pense aujourd'hui à la ville périphérique, l'exemple suisse reste absolument mirifique. Donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Mais quand on parle aussi de la desserte de cette ville diffuse, le tram-train est quelque chose de très très intéressant parce que le tram-train, le tram va lentement dans la ville et très vite entre les villes. Alors voilà une série de projets réalisés, gagnés, pas encore réalisés par Alfred Peter, qui est un grand paysagiste français, strasbourgeois, qui a fait le tramway de Strasbourg. Donc ici on est à l'île de la Réunion. On a très peur que les dernières élections mettent en cause ce projet qui est très très important pour le territoire. Donc voilà comment fonctionnent voilà les réseaux de tram-train à Strasbourg. Donc ils vont desservir très très loin en périphérie. Ah, excusez-moi, là j'ai changé de sujet sans transition. Quelques mots, parce que vous n'êtes pas des spécialistes de la question et moi non plus. Quand on parle des grands territoires, la logistique est apparue comme un acteur majeur, chose que personnellement j'ignorais parfaitement. Et la logistique, aujourd'hui, quand on parle de pollution et de CO2, joue un rôle considérable. Donc, d'une part. Et d'autre part, les logisticiens eux-mêmes commencent à être des opérateurs urbains. Ils se disent, on a des espaces, on a de la place, on va pouvoir faire des opérations d'aménagement. Donc, ce sont des acteurs qui vont entrer dans le jeu. Et bon, je vais essayer d'aller vite parce que c'est pas... excusez-moi, j'ai un mélange de diapositives. Donc, je vais les passer très vite. Ça, c'est le tram-train dans son passage à Strasbourg. Et vous voyez la transformation des espaces publics. Alors, je reviens sur la logistique. Donc, sur la logistique, ce qui est très important, c'est qu'il y a un très fort desserrement logistique autour des villes. Et donc, le problème que ça pose, c'est que, par exemple, la ville de Paris a fait des efforts énormes pour gérer les questions de logistique et elle a fait un gain d'environ 500 000 tonnes de CO2, je crois, de production. Mais le desserrement logistique à 15 km de Paris a augmenté de 15 millions de tonnes le CO2 produit. Donc, vous voyez, c'est dérisoire. C'est les efforts que peuvent faire les villes. Si les centres logistiques s'éloignent, sont dérisoires. Et je vous assure que la ville de Paris est très vertueuse à cet égard. Donc on a un problème majeur là, sur lequel personne ne se penche. On parle de la voiture, on ne parle pas de la logistique. Donc il va falloir, et nous sommes en plus au début d'une histoire que nous connaissons mal, et où autant avec les centres commerciaux on connaît bien leur logique, ils ont à peu près tous la même logique, autant les logisticiens ont chacun une logique différente. Donc ça, je vous le présente juste comme un chantier qu'on va devoir aborder. Et donc, il y a des inventions de ce type-là, des terminals de messagerie, des bureaux de fret, des plateformes logistiques, et puis une chose très très intéressante, c'est le développement de l'échelle de la proximité par les
à Tokyo, qui vous amène les produits très loin en périphérie, dans différentes petites centralités. Et vous avez en Allemagne la logistique qui vient desservir finalement, par exemple, vos livraisons Internet dans des sortes de pack station, comme on dit là, et vous allez vous servir vous-même. Donc vous avez une réduction d'utilisation de la voiture. Mais, encore une fois, là-dessus, je ne peux pas vous livrer les solutions parce que nous sommes au début de la prise de conscience d'un problème énorme qu'on aborde extrêmement mal. Antoine Grimbach qui répond beaucoup par l'utilisation de la Seine. Et il a même pensé utiliser les tramways la nuit, quand les tramways ne sont pas utilisés. Donc l'eau est un point essentiel quand on travaille sur les grands territoires, et les derniers événements viennent le conforter. Alors dans les hypothèses du Grand Paris, l'équipe allemande Lin nous propose de construire sur les zones inondables avec des plateformes, comme les plateformes offshore, vous construisez dessus. Alors ça, c'est un débat très très intéressant parce qu'aujourd'hui, donc le président de la République avait dit lors de l'exposition qui s'est déroulée ici, nous allons pouvoir construire sur les zones inondables, vivre avec le risque et se préparer au risque. Et puis aujourd'hui, on va démolir des bâtiments aux grandes dames de leurs occupants. Donc il y a un vrai débat sur lequel on travaille. Peut-on vivre avec le risque ou jusqu'où peut-on éviter le risque? Donc les projets qui se dessinent aujourd'hui travaillent plutôt de cette manière, c'est-à-dire l'eau pourra passer là-dessous, nous serons sur des territoires inondables et on se préparera à cette inondabilité. En tout cas, c'est un des grands débats de la période contemporaine. Toujours dans le Grand Paris, l'équipe Secchi Vigano nous propose de libérer des espaces le long des fleuves, la partie inondable, ce qui permet de recréer des eaux humides, de générer de la biodiversité. Et ça, c'est une approche que l'agence Terre a proposée entre Bonn et Cologne, projet en tout cas pris en compte par les collectivités, où ils ont imaginé dégager, désendiguer le fleuve et voir la place qu'il prendrait, recréer des nouveaux paysages et construire, imaginer les crues les plus importantes qui donneraient ceci, et construire sur les parties plus hautes, ce qui fabrique à la fois de la biodiversité, des zones humides, des paysages, des jardins, et une qualité qui n'existait pas. Donc c'est une approche, c'est balbutiant, on est au début de quelque chose, mais qui en tout cas devient récurrent. Une chose qu'on retrouve assez fréquemment aujourd'hui chez les urbanistes, cette idée de donner aux fleuves toute leur place et d'occuper les points hauts et de fabriquer par la même occasion de la biodiversité. Sur Seine-Aval, donc on a la même proposition qui est faite par Fingeppel. Et voilà comment on peut concevoir aussi un projet autour de l'eau en travaillant sur les grands territoires. Donc Nantes-Saint-Nazaire s'organise en écopole, écométropole. L'État a lancé un appel à projet pour faire des écométropoles, des éco-cités. Nantes-Saint-Nazaire en fait partie. Et vous voyez sur ce territoire de presque 100 km la série de projets qui doivent se dérouler là et qui se déroulent autour d'une revitalisation du fleuve et d'une manière différente de vivre avec le fleuve. Et pour initier ce travail, il y a eu une chose magnifique qui est la Biennale d'art contemporain, pilotée par un homme de culture qui est Jean Blaise, qui avait d'ailleurs mené une des Nuits Blanches de Paris. Jean Blaise a fabriqué à Nantes un lieu extraordinaire qui s'appelle le lieu unique Lu, parce qu'il occupe une ancienne biscuiterie Lu. Et alors, il a fabriqué donc une biennale d'art contemporain. La deuxième a eu lieu l'été 2009, et il y en aura une troisième en 2012, et qui produit à la fois des œuvres éphémères et des œuvres pérennes. Alors ça a été quelque chose de très très important pour que tout ce territoire sente qu'il appartient à la même identité. Alors ils ont aussi fabriqué un bateau formidable, très ludique, qui faisait ce parcours. Et donc les habitants, en prenant ce bateau et en découvrant ces œuvres, ont compris où ils étaient, ont compris que la Loire était leur identité. Donc je vous montre juste quelques œuvres. Celle-ci est absolument extraordinaire, c'est une œuvre pérenne et c'est une maison que vous pouvez louer. Elle se loue pour la nuit. Là, vous avez un observatoire. Ici, c'est une œuvre de Varigny
à Saint-Nazaire qu'on voit d'un seul point. Vous connaissez l'œuvre de Varigny, on la voit d'un seul point en utilisant donc les usines existantes. Et ça, c'est aussi une œuvre extrêmement ludique d'un japonais. Donc, et je vous ai montré tout à l'heure les anneaux de Buren qui sont une œuvre pérenne. Donc tout ceci finit par fabriquer une collection, mais pas seulement une collection, parce que ça initie des projets. Les villes qui sont sur ces parcours se sentent finalement concernées et ont envie d'appartenir à ce projet. Alors il faut penser aussi à l'organisation de l'habitat peu dense. On parle beaucoup de densité aujourd'hui. Alors comment on fait avec le territoire tel qu'il est? Ça, l'Île-de-France, c'est ça, c'est ce territoire. Donc ici, l'équipe Finn-Geppel propose de recomposer, de garder le territoire comme il est, de fabriquer des nouveaux parcs, des nouveaux centralités, des continuités vertes et des commerces qui sont copiés sur les convenience stores japonais, qui vous amènent finalement à proximité de chez vous une série de services et de desserts. Vous avez cette image qui est très très connue de la transformation, de la densification des lotissements proposée par l'équipe Descartes, avec des scénarios qui sont faits ici par l'équipe Seki, comment vous pouvez retravailler ce territoire et puis le densifier. Voilà, et je terminerai sur la question de la gouvernance, parce que pour faire tout ça, il faut des autorités qui décident, qui prennent des risques, qui travaillent à la bonne échelle. Cette image est assez forte parce que c'est celle de Rogers, l'équipe Rogers, qui nous a montré des hypothèses comme ça de gouvernance. On peut imaginer au fond que même toute la région dirige l'Île-de-France. Là, il a imaginé le Paris urbain et le Paris rural, mais ça, c'était aussi l'hypothèse d'Acher, c'est que, au fond, si on s'appuyait sur les départements, ce ne serait pas si mal, parce qu'on travaillerait des liens entre Paris et la province. Voilà, donc la réflexion est ouverte sur comment aborder la question de la gouvernance de ces grands territoires. En tout cas, moi, je conclurai en disant, il ne faut pas attendre ça, parce que c'est sûr qu'il va falloir inventer des modes de gouvernance des grands territoires, mais on ne peut pas attendre ça pour agir. C'est hors de question. Il faut commencer par faire des projets, et très souvent, c'est parce que vous faites un projet que les gens sentent qu'ils sont ensemble, qu'ils voient qu'on peut changer les choses, et que se crée à partir de là, peut-être, une nouvelle gouvernance. En tout cas, il faut avancer dans les deux directions. Et je dis ça particulièrement en France, où on a toujours tendance à attendre que tout soit cartésien, que tout soit réglé, qu'on ait l'excellent dispositif qui n'arrive jamais, et que tout vienne d'en haut. Il faut réellement aussi que ça parte d'en bas, et qu'il y ait une très très forte exigence de la part des usagers que les choses changent. Et c'est sûr que l'exemple des IBA est pour nous très important, parce qu'eux, en Allemagne, ils n'ont pas du tout attendu d'avoir une gouvernance. Ils ont lancé une démarche d'appel à projet, et ils ont finalement fabriqué un territoire qui a une identité à partir de cette logique de projet et de pilotage par une équipe qui a conduit ces projets durables à cette grande échelle territoriale. Et ils continuent, parce que c'est uniquement, d'ailleurs, c'est pas toute l'Allemagne, hein, c'est le Land de Westphalie-Nord-Rhénanie qui, dans la foulée de l'Emscher Park, a lancé un appel à projets qui sont des régionales et qui a initié une série de projets donc à la demande des collectivités. Quand une collectivité demande à faire un projet, on la dote d'une petite structure, on la dote d'un peu d'argent, et ce sont des projets, et j'insiste et je terminerai là-dessus, ce ne sont pas seulement des projets en dur, mais c'est aussi des projets soft. Ça veut dire faire un café qui va embaucher des femmes turques et accueillir des habitants d'un quartier difficile et que ce sera le lieu de concertation, c'est un projet. Et en France, on a tendance à penser que les projets, c'est seulement du dur. Et quand on travaille avec les Allemands, ils insistent toujours là-dessus en disant attention, le projet, ça n'est pas que ça. Le projet, c'est l'appropriation par l'usager d'un lieu, c'est des inventions culturelles, c'est du vivre ensemble, c'est de l'action sociale. Et je pense que c'est une des grandes leçons que les Allemands nous proposent. Voilà, je terminerai là-dessus et je vous remercie beaucoup. Je termine sur cette phrase, excusez-moi, d'Albert Camus qui me paraît essentielle. C'est que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Et au regard de tout ce que je vous ai présenté, il est certain que le projet urbain, ça prend beaucoup de temps, mais qu'on ne peut pas attendre pour agir et qu'il est essentiel que toutes les bonnes volontés, que toutes les initiatives prennent place aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et qu'elles viennent de tout un chacun, et qu'on ne peut pas continuer à attendre plus tard ce que les pouvoirs publics vont décider à notre place. Merci de votre attention.